Dans les films de science-fiction, il y a un trope qui m'a toujours profondément saoulé. C'est assez facile à exprimer. Vous prenez n'importe quel film où le héros arrive sur un nouveau monde, et généralement vous allez avoir cette scène avec un gros marine bien bourru qui va faire un speech du style « Mon gars, ici tout ce qui respire, rampe et vit veut te faire la peau. Alors vous écoutez ce que je vous raconte et peut-être que vous tiendrez une semaine sur ce monde. Oui, je suis un personnage très mal écrit. Jasmine, redonnez-moi du café pendant que je fais un génocide. » Et pourtant, dès que t'avances dans le film, t'es en mode « Bah non, frère, en fait, ouais, il y a 2 ou 3 prédateurs dans ta planète, mais sinon, ça va, il est cool ton écosystème. Pourquoi que tu me vends un monde hostile à mort si finalement je crois plus des herbivores peinards que de trucs avec des grosses dents qui veulent me bouffer ?» Et moi, ça m'a toujours fait poser cette question, c'est quoi un monde hostile en vrai ? Non, c'est vrai, posons-nous un petit peu sur la définition du truc 5 secondes. Moi, on me dit « Bienvenue sur un monde hostile ». Bah moi, je suis comme tout le monde. J'ai vu Alien, j'ai vu Event Horizon, j'ai vu tous ces films qui me disent que, basiquement, tout ce que je vais croiser va plus ou moins essayer de me faire la peau de manière plus ou moins violente, et généralement plus que moins. Ok, je veux bien, c'est établi. Mais au fond, ces mondes, ils en pensent quoi ? Non, parce qu'en science, un monde hostile à la vie, c'est un monde où il n'y a pas de vie. Un monde où il y a une biosphère suffisamment variée pour qu'il y ait des prédateurs qui veuillent te bouffer, mais c'est un monde qui est tout sauf hostile à la vie. Au contraire, la vie, il y en a plein, elle essaye même de te bouffer. S'ils étaient vraiment hostiles à la vie, bah il y aurait tout simplement rien du tout et on serait sur des cailloux. La Lune est un monde hostile à la vie. Mars est un monde hostile à la vie. La Terre n'est pas un monde hostile à la vie. Et pourtant, il y a plein de trucs qui veulent te bouffer là-dessus aussi. Et c'est en pensant à déconstruire ça, je pense que cette série a été faite. Car notre sujet d'aujourd'hui, c'est Scavenger Reign. Un récit qui déconstruit notre approche à ce trope du monde alien hostile de science-fiction, tout en nous transmettant un profond message écologiste, une histoire de survie dans un écosystème étrange qui vous terrifiera particulièrement si vous êtes sensible à la peur des parasites et autres joyeusetés du genre, mais qui pourtant est probablement une des séries les plus réussies de cette fin d'année. Étrange récit qu'est celui de cette série. De loin, c'est le scénario le plus simple du monde. Un vaisseau est passé trop près d'une planète étrange, évidemment il s'est écrasé dessus, et maintenant les survivants doivent trouver un moyen d'y retourner pour se barrer. Et évidemment, leur environnement est extrêmement dangereux et ils vont devoir y échapper. Et pourtant, y a quelque chose. Dès les premières secondes, en réalité, c'est clair qu'il y a quelque chose avec cette série. Je veux dire, c'est bien trop travaillé visuellement pour ne pas cacher un truc. Cette patte visuelle, cette palette de couleurs, on sent clairement les inspirations des créateurs. Si certaines, comme les films de René Laloux, La Planète Sauvage particulièrement, et Les Maîtres du Temps surtout, sont absolument évidentes, on a vraiment l'impression d'ailleurs d'être dans la suite des Maîtres du Temps, d'autres sont plus discrètes et viennent plus de mon interprétation personnelle, comme par exemple la saga de BD Aldébaran, ou encore les diverses œuvres de Moebius. Toutes des œuvres qui, sous leurs univers toujours dangereux, étranges et improbables, cachent toujours un discours et un message. Oui, nos personnages sont bloqués dans un territoire inconnu, plein de dangers et de chances de crever. Mais finalement, c'est bien plus une histoire de vie que de mort qui nous est racontée. Oh, bien sûr, rappelons encore une fois, c'est une série qui va beaucoup jouer sur le body horror, qui ne va pas cacher que ses environnements sont souvent des pièges mortels, mais qui va intelligemment distiller un message particulièrement intéressant. Un message sur le rapport de l'homme avec son environnement, du cycle de vie, de l'harmonie des écosystèmes, et des 3 chemins que nos personnages vont emprunter pour faire face à cette nouvelle biosphère. Originalité de ce récit et véritable thématique profonde, tous nos personnages vont peu ou prou en réalité partir du même constat de base. S'ils veulent survivre, ils ne vont pas avoir le choix, il va falloir qu'ils s'adaptent à ce monde. La différence entre eux sera bien plus comment ils vont s'adapter, quelle approche vont-ils privilégier. 5 individus qui vont sur leur route trouver 3 chemins vers la survie, tous axés sur comment vont-ils s'adapter et devenir une part de ce monde. Sam et Levi sont 2 personnages qui évoluent en miroir, de par leur nature même jusqu'à leur rapport avec ce monde et ce chemin de la symbiose qu'ils vont emprunter. D'un côté, un leader, le chef et pilote du vaisseau qui vient de s'écraser, celui sur qui la responsabilité de sauver les passagers endormis est censée incomber, celui pour qui la mission est tout et ce monde n'est qu'hostile environnement et créatures dangereuses. Et de l'autre côté, son total opposé, par nature mais aussi par comportement.
Lévi n'est à vrai dire même pas vraiment un individu, tout du moins au début. Robot de par sa nature et servante de par sa fonction, c'est un individu qui va vivre son rapport avec ce nouveau monde de manière bien plus ouverte et positive. Deux personnages opposés moralement et mentalement qui vont expérimenter une symbiose avec ce monde. La première sera forcée, l'autre sera faite par hasard puis acceptée de bonne grâce. Un parasite local forcera Sam à cette symbiose organique, qui va lui apporter une interdépendance si forte que sa peur de perdre qui il est vraiment le mènera à se retirer violemment du cycle naturel de ce monde, provoquant sa propre mort tout comme celle de son parasite. Lévi, elle, gagnant sa sentience grâce à un champignon parasitaire, est mise face au même choix de pénétrer complètement dans ce monde, mais décide de pleinement embrasser le nouvel individu qu'elle devient, alors que Sam lui a décidé de rester qui il était de base, et entre en pleine conscience dans le cycle naturel de ce monde, devenant une part naturelle de celui-ci. What might appear strange to you is not necessarily a malfunction. What do you mean? The world shares things with me that I couldn't possibly experience by myself. Things that are far beyond what's right in front of me. But when you shut me off, I see nothing, feel nothing. And I don't like that. Okay, Levi. I won't do it again. Promise. Ce concept de choix face à la symbiose est vraiment intrinsèque à la narration de cette série. Chaque individu que l'on va croiser ne sera jamais totalement privé de celui-ci. Tout ce qu'ils feront vis-à-vis de ce monde et de son cycle naturel sera toujours fait en pleine conscience. Même le personnage de Kamen qui semble être manipulé, on comprend très rapidement au fond que c'est sa dépression qui le manipule et qu'il choisit en pleine conscience d'abandonner son libre arbitre. Sam pourrait parfaitement refuser de se retirer du cycle, garder le parasite et survivre longtemps, même dans une santé qui a l'air plutôt bonne, comme la survivante qui l'a contaminé l'a faite. Mais il choisit de rester lui-même. Et un point très intéressant, c'est également qu'il n'y a pas de malice dans ce parasitage. Cette série ne propose pas de méchant. Le parasite ne fait pas cela parce que, oh là là, c'est un personnage principal, je vais lui faire du mal. Oui, il ne cherche pas à lui faire du mal. C'est sa manière de se reproduire, c'est sa manière de vivre. Ce qu'il fait, il le fait parce que c'est son cycle de reproduction naturel. Il ne cherche pas activement à nuire à nos personnages. Le monde ne cherche pas activement à nuire aux personnages, c'est simplement le cycle naturel de cet endroit. Et pour en revenir à la question du choix, Lévi aussi a un choix. Elle pourrait totalement laisser son amie la débarrasser de son parasite, mais elle choisit au contraire de la garder afin de devenir une nouvelle personne, voire même une nouvelle espèce à part entière. Choix et conséquences face à un cycle naturel inconnu guideront ainsi la symbiose de ces deux personnages. D'ailleurs, si pour eux le choix a été imposé par la nature parasitaire qui les a menés à leur symbiose, leurs compagnons, eux, choisiront d'autres chemins sur ce monde. Encore une fois, deux personnages profondément différents qui vont choisir d'avoir un rapport différent avec ce monde tout en suivant le chemin de la xénobiose. Les deux sont pourtant, vus de loin, plutôt similaires. Deux femmes débrouillardes et compétentes dans leurs domaines respectifs, qui approchent ce monde avec le même rapport de fascination et d'horreur. Fascinés par la beauté étrange de cet univers, et si ne comprenant pas sa logique naturelle derrière les comportements et phénomènes qu'elles observent, en retirent tout de même une beauté certaine, quitte à se mettre elles-mêmes en danger. Et toutes deux terrifiées par les dangers de ce monde, ayant vu et vécu ces horreurs et en étant traumatisées. Mais tout de même extrêmement différentes par leur mental et appréhension du monde. Sûre d'elle-même et le moteur pour son compagnon pour Ursula, qui verra toujours le positif dans leur interaction avec ce monde, incertaine et pessimiste pour une Asie qui trouvera en ce monde un terrain de danger permanent où méfiance, entraînement et compréhension sont des impératifs pour assurer sa survie. Ainsi les deux vont se fondre dans cet écosystème, mais pourtant sans jamais y plonger complètement. Elles apprendront à connaître ses règles, ses cycles, comme ses dangers, prendront même part à certains de ces mêmes cycles, mais jamais de manière permanente comme ceux visant la symbiose. Et de par ce rapport à ce monde, elles en trouveront toutes les deux grandies. Ursula parviendra enfin à trouver des moments de paix et de bonheur, quand elle trouvera comment ce monde si dangereux d'apparence peut se révéler d'une précieuse aide quand on commence à comprendre et à le respecter, en arrêtant de voir chaque espèce comme un danger, mais au
contraire, en les comprenant comme un cycle périn, elle peut, quand cela est nécessaire, s'insérer dans ce cycle et en tirer les bénéfices tout en participant à la grande course des espèces de cette planète. Elle comprend que tout cela n'est qu'une question de cycle. C'est la première des personnages à comprendre que ce monde ne leur veut pas directement du mal, c'est juste le fonctionnement de ce monde. Asie, elle, trouvera son assurance et sa confiance dans une compréhension plus brute de cet écosystème, l'affrontant de face encore et encore, jusqu'à enfin comprendre qu'elle trouvera sa propre force, non pas en affrontant, mais en suivant le mouvement de cet environnement, ne devenant pas lui, mais occasionnellement une part de lui pour survivre et grandir. Ce terrible prédateur qui l'empoisonne même. Pour cette espèce de poisson, ce même poison qui la ronge est leur nourriture. Le monstre disparaîtrait, que même disparaîtrait aussi. Rien de plus logique que l'étape suivante pour ce personnage que ce monde a fait grandir et permis de trouver sa force, soit qu'il en devienne sa défenseuse quand mise face au véritable ennemi que cet environnement abrite. Le chemin de l'entobiose est celui de la confrontation face au cycle naturel. C'est celui qui va refuser l'insertion dans l'écosystème et qui va, pour assurer sa propre survie, insérer un élément nocif à ce même écosystème. Fidèle à son style, c'est encore une fois deux aspects de ce chemin qui nous seront exposés. Kamen est un homme à la fois désabusé, déprimé et dangereux. C'est de sa faute si lui et ses compagnons sont échoués sur ce monde. Et c'est aussi de sa faute si sa femme a dû en payer le prix fort. Rendu totalement insensible à la beauté de ce monde, tout comme à ses dangers, il va s'introduire violemment dans cet écosystème pour survivre. La nuance étant que cette fois, il va purement et simplement remplacer un des éléments de ce monde. Se laissant contrôler par cette bête télépathe, brisant son cycle naturel et changeant radicalement son mode d'alimentation, il finira par créer une toute nouvelle sorte d'espèce, un prédateur surpuissant qui prendra la forme d'ultime ennemi à vaincre pour nos survivants. Et encore une fois, de manière originale, le personnage n'a pas de mauvaises intentions, ou plutôt il ne pense pas particulièrement à mal. Rongé par la dépression et la culpabilité, il se laisse porter par cet instinct prédateur sans penser aux conséquences. Et d'ailleurs, de ces conséquences, on pourrait en tirer un parallèle avec certaines épidémies sur notre propre monde, qui furent des conséquences d'un changement de diète forcé sur certaines espèces par manipulation humaine. Oui, je pense à la vache folle. Il ne cherche pas directement à nuire, mais il fera tout ce qu'il peut pour survivre, même si cela mène à complètement dérégler l'environnement autour de lui. Cela dit, il a au moins le mérite d'être poussé par la nécessité de sa position, ce qui n'est pas le cas des autres individus qui expérimenteront cette entobiose. Les pillards portent bien leur nom, et dirigés par leur leaduse, ils prendront le même chemin que nos personnages principaux, mais eux dans le but de piller tout ce qu'il est possible de piller, laissant pour mort les potentiels survivants du vaisseau. Leur particularité est bien qu'ils agissent directement comme un prédateur extérieur, comme un parasite, tout en ayant conscience d'arriver quelque part de nouveau. Leur tradition de respirer à plein poumon ce nouvel air pour s'approprier ce monde, pour déterminer aussi qui est le plus capable à survivre sur ce monde sur leur nouvelle proie, nous présente par une simple mise en scène le danger qu'ils apportent avec eux. Instantanément, ils considèrent ce monde comme leur propriété et s'abrogent le droit d'en décider le futur. Mais paradoxalement, c'est aussi eux qui souffriront le plus de ce nouvel environnement. Refusant d'en apprendre les règles et les dangers, ils tomberont dans tous les pièges que l'écosystème leur tend. De par ce fait, je trouve que la série souligne très bien sa parabole écologique, en posant ces individus, et particulièrement leurs chefs, comme parfaitement sûrs d'eux-mêmes et de ce qu'ils font, et imbus de leur manière de voir le monde, imposant des épreuves stupides à Levi qui, elle, a compris que ce monde se devait d'être respecté, y compris pour y survivre, lui donnant des conseils à base d'une conception stupide et toxique de la peur, voulant pousser à considérer chaque environnement comme un ennemi à combattre, pour s'imposer et surtout ne jamais remettre en cause ses certitudes sur le monde. De là, en tirer un parallèle avec les climato-sceptiques de notre monde à nous, qui sont incapables de voir que le monde change violemment et brutalement et qu'il faut vraiment très vite apprendre à s'y adapter, il n'y a qu'un pas que je franchirais bien volontiers.
Intelligemment à ce stade, ce sont les deux individus qui ont expérimenté les deux autres chemins qui se poseront en tant que défenseurs de cet écosystème et affronteront tour à tour deux parasites que sont devenus Kamen et les pilleurs. Asie, moins impliquée que Levi de par sa xénobiose, défendra ce monde pour protéger les passagers endormis et celles qu'elle sait maintenant aimer depuis que ce monde lui a fait prendre confiance en elle. Alors que Levi agira si ce n'est comme la gardienne, au moins comme le système immunitaire de ce monde. Elle supprimera purement et simplement cette nouvelle espèce trop dangereuse et brisant trop de cycles naturels, tout en laissant en vie et sans blessure l'humain en son sein, sorte de pitié divine naturelle qui reconnaîtrait l'erreur de cet homme qui s'est introduit avec violence dans son écosystème et l'a mis en danger, mais sans volonté pure de nuire, juste poussé par le malheur et la nécessité. Ce qui ne sera par contre certainement pas le cas de la pillarde qui se verra finir assoiffée et mourante, promise à un funeste destin, alors qu'un des enfants de Levi se cache dans sa cale, prêt à probablement signifier de manière directe aux humains que l'entobiose n'est pas une idée viable pour le futur de leur espèce. L'arc de Kamen, lui, se finira subtilement et de manière très belle à la toute fin, quand il déposera la petite créature dont il avait pris la place là où elle est censée être, chacun reprenant sa place dans son écosystème pour que ce monde puisse continuer à vivre. Et là, je sais ce qu'on pourrait se dire, c'est une morale qui peut se voir comme assez naturaliste et conservatrice, certes, et qui prône que chacun a une place bien déterminée et qu'en changer est mauvais pour le monde, morale que le coco en moi rejette évidemment fortement. Mais la subtilité est qu'elle n'est pas du tout à prendre du point de vue de l'individu, mais au contraire de l'environnement. Chaque chose dans son entièreté a sa place dans son propre écosystème, et changer ses places en détruisant des cycles naturels ne peut mener qu'à un effondrement général de l'écosystème qui est celui de cette planète. Manière particulièrement directe, et ne cachant pas sa dureté, d'avancer la morale profondément écologiste de la série. Soyez écolo ou vous allez crever dans d'atroces souffrances. On fait difficilement plus clair comme message. À souligner aussi, mais c'est une évidence quand on voit le reste de la qualité, le doublage est particulièrement bon et la musique est une merveille. Tout comme l'originalité absolue des designs. Il y a une idée par créature vivante, c'est incroyable. Tous les designs ont vraiment cette inquiétante et fascinante étrangeté, de ces prédateurs les plus terribles à ces herbivores les plus adorables. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et c'est une merveille d'originalité. De toute manière, Scavenger Reign est une véritable perle d'originalité et c'est certainement sa plus immense qualité. Un récit à la fois poétique et fascinant par ses visuels et son histoire de voyage au sein d'environnements inimaginablement originaux, mais aussi véritablement terrifiant de par les créatures qui y vivent. Qualifié par beaucoup d'éco-horreur, comme je vous ai dit au début, je ne sais pas si ce terme correspond parfaitement en réalité. Quand un récit est entièrement basé sur la compréhension du naturel, peut-on vraiment le qualifier d'horreur ? Il est vrai que la série est, cela dit, tout à fait graphique, et ne cache rien de la cruauté de la nature. Les morts sont particulièrement atroces et l'on imagine bien souvent douloureuses au-delà de l'imaginable. Mais le fait que la série pousse son public à comprendre réellement que tout aussi horrible que cela soit, cela fait partie d'un cycle, retire selon moi le côté horreur pure, de par le fait qu'au final, rien ne traque vraiment nos personnages, et rien ne veut directement leur mort au-delà de créatures qui veulent simplement se nourrir ou se reproduire. Dans tous les cas, et quel que soit votre rapport avec ce type de narration, Scavenger Reign nous offre une ouverture particulièrement hypante, les portes ouvertes semblent tout à fait intéressantes. Le récit est intelligent dans ses thématiques, charmant dans ses visuels, une expérience qui s'est mêlée onirisme pur, se rapprochant parfois d'une conception presque divine de la nature, et conception purement scientifique autour des cycles naturels, des différents types de symbiose, et de l'importance du respect des écosystèmes. Une vraie expérience palpitante qui saura certainement vous marquer si l'aspect parasitaire et l'horreur naturelle qu'elle vous propose ne vous a pas fait fuir avant. De par son style, elle est également une porte ouverte vers ses inspirations, et si le style de ce monde vous a plu, je ne peux que vous conseiller les œuvres citées en début de vidéo, que ce soit les films de René Laloux, la saga des Mondes d'Aldebaran qui sont de véritables petits chefs-d'œuvre. Cela dit, comme ici, faites attention, ce sont des récits durs et violents qui présentent toujours un écosystème impitoyable, et qui ne vous épargnera rien de ces horreurs, mais qui valent réellement le détour, tout comme Scavenger Reign que je vous conseille réellement de regarder, c'est une des séries les plus originales que j'ai vues depuis des années. Et cela étant dit, eh bien je vous dis à bientôt et salut!